Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un book tag. Donc j'ai décidé de faire un tag sur un univers que j'affectionne tout particulièrement, qui est celui des studios Ghibli. Je suis très fan du travail de Hayao Miyazaki et des autres réalisateurs qui ont œuvré pour ce studio, donc j'ai décidé d'allier ma passion pour les studios Ghibli avec celle des livres, et donc de choisir 10 films, de les associer avec 10 questions, et donc de parler de 10 livres différents. Et on va stopper les explications tout de suite, et on va commencer sans plus tarder. Pour cette première question, il faut que je vous parle d'un livre dont la couverture évoque le ciel, et j'ai lu beaucoup de livres avec une couverture, avec un paysage où le ciel est présent, mais j'ai choisi de partir sur un roman un petit peu moins évident, puisque je vais vous parler de La lettre à Helga de Bergsveinn Birginsson, pardonnez mon islandais carrément hésitant, édité chez Zulma. La lettre à Helga est un court roman islandais, d'où le nom de l'auteur, qui raconte l'histoire de Barney, on va l'appeler Barney pour plus de simplicité, le narrateur dont l'épouse vient de décéder, et suite à cet événement, il décide d'écrire une lettre à Helga, la femme qu'il a toujours aimée. C'était la première fois que je lisais un roman islandais et aussi ma toute première découverte qui a abouti de la maison d'édition Zulma, et je dois dire que je suis très curieuse de découvrir d'autres livres de cette maison d'édition et aussi d'autres auteurs et autrices islandais. C'est un roman qui se lit d'une traite et qui évoque avec justesse une histoire d'amour impossible, sans l'embellir, sans la romantiser outre mesure. Le narrateur est un homme très ambivalent et très nuancé, et j'ai aimé ressentir ses regrets, son amour pour son pays, voir sous ses yeux des paysages islandais variés qui vont de la campagne profonde, des étendues verdoyantes absolument immenses, à la ville, et suivre ses réflexions sur la nature, le capitalisme et aussi évidemment sur l'amour. Le livre n'était pas exempt de défauts malgré tout ce que je viens de dire. Je me souviens avoir eu un peu de mal au début du livre à être déroutée par le style d'écriture qui a des élans poétiques vraiment très beaux pour devenir subitement vulgaire sans aucune raison apparente et puis reprendre ses élans poétiques. Et puis le narrateur a une obsession pour la poitrine d'Helga qui peut mettre un peu mal à l'aise tant c'est présent par moments dans le récit. Mais outre ces considérations un peu plus négatives, c'était un beau roman, une belle lecture, et je vous recommande ce livre. Pour cette catégorie, je dois vous parler d'un livre doudou, d'une lecture qui me fait toujours du bien, et pour changer de la saga de Anne de Lucie Maud Montgomery, dont je rabâche les oreilles de tout le monde en ce moment, je vais vous présenter une saga que j'apprécie beaucoup et dont j'ai hâte de pouvoir lire le dernier tome paru il y a quelques mois. Cette saga, il s'agit de Sauveur et Fils de Mario de Muraille, édité chez l'École des Loisirs. Dans cette saga qui compte désormais 7 volumes, on va suivre le quotidien de Sauveur Saint-Yves, un psychologue clinicien installé à Orléans, qui vit seul avec son fils Lazare. On va donc plonger dans son quotidien de psychologue avec ses patients, leurs différents troubles et aussi leurs différentes personnalités, mais également dans sa vie de père célibataire. C'est vraiment la série qui m'a permis de redécouvrir le talent unique qui anime Mario de Muraille, puisque j'avais lu il y a des années, vraiment des années, Oh Boy ainsi que Maïté Coiffure, qui restent malgré tout des livres on ne peut plus actuels alors qu'ils sont sortis dans les années 2000, voire peut-être un petit peu moins pour Oh Boy, je ne sais plus avec précision leur date de sortie. Sauveur et Fils, c'est une saga qui est drôle, légère, mais qui n'est pas simpliste. Et l'autrice sait, avec une manière unique, traiter de beaucoup de sujets d'actualité, et ce, avec une certaine subtilité. Pour vous donner un exemple, le tome qui est paru va parler du Covid, sujet qui peut être encore un petit peu compliqué pour certaines personnes. Je ne l'ai pas lu, mais je sais d'avance que pour moi, ça va pas être horrible à revivre parce que Mario de Muraille aura les mots justes pour raconter cette période particulière de notre histoire. On a également une palette de personnages très attachants, que ce soit Gabin, Lazare, Blandine ou encore Samuel. J'aime voir leur évolution, mais aussi découvrir des nouveaux personnages qui seront certes peut-être éphémères, mais qui auront un traitement tout aussi satisfaisant. En plus de ça, c'est
très bien écrit. La plume de Mario de Muraille manie parfaitement l'humour, les petites observations pleines de sarcasme, mais c'est aussi délivrer une bonne dose d'amour. Et puis, je tiens quand même à faire une petite mention aux hamsters et aux cochons d'Inde, puisqu'ils ont un rôle très important dans le récit, mais je vous laisserai découvrir lequel. Pour le film Kiki la petite sorcière, je dois vous présenter un livre jeunesse, et ce n'est pas ce qui me manque, alors je me suis un petit peu retroussé les manches, j'ai fouillé dans mes livres lus sur Livre Addict, et je me suis dit que l'occasion était parfaite pour vous présenter un roman un peu mal aimé, alors que personnellement je l'adore. Il s'agit du roman Le Livre de Perles. C'est écrit par Timothée de Fontbelle, à qui on doit les fantastiques Toby Lowndes et Van Gogh, et c'est également édité chez Gallimard. Ça fait des années que je l'ai lu, donc je vais me baser sur le résumé qui est sur Livre Addict. Tombé d'un autre monde, une nuit d'orage, un homme emprunte le nom de Joshua Perle et commence une vie d'exilé. Cette nouvelle vie, fugitive, déchirée par un chagrin d'amour, est aussi une quête mystérieuse. Au fil du siècle, Perle rassemble un trésor pour défaire le sort qui l'a conduit loin de chez lui. Mais ceux qui l'ont banni et le traquent le laisseront-ils trouver le chemin du retour? Perle a-t-il raison de penser que la fille qu'il aime l'attend toujours là-bas? C'est un roman qui est loin de faire l'unanimité et il provoque des avis très tranchés. Soit, comme moi, on adore le livre, soit on le déteste, mais on le déteste très bien. Il faut dire que l'auteur a écrit ce livre comme on ferait un puzzle. On essaye de mettre certaines pièces ensemble sans que ça passe, on réessaye et quand ça fonctionne, il y a comme une satisfaction parce qu'on a réussi à trouver quel morceau va avec quel morceau. Timothée de Fontbelle ne prend pas son lectorat pour des idiots, ça se voyait déjà dans Toby Lowndes et Van Gogh, malgré le fait que les livres soient adressés à un public jeunesse, les personnages vivent des événements traumatisants et ils ont des personnalités très nuancées. Ça se voit encore plus dans le livre de Perles, donc il ne va pas nous donner toutes les clés en main pour comprendre son histoire, ses implications et son déroulé. C'est à nous de chercher et vous savez que j'adore quand l'auteur ne nous prémâche pas le travail. Ce n'est pas un livre que je conseillerais quand on a envie de quelque chose qui soit linéaire, facile à lire et pas prise de tête, ou qu'on ne connaît tout simplement pas le travail de l'auteur. Il y a d'autres romans qui représentent de meilleures portes d'entrée à mon avis, mais si on est prêt à donner de sa personne, c'est un roman qui vaut le détour, d'autant plus avec la plume de l'auteur, son talent de conteur, ses personnages nuancés, etc. Bref, c'est un livre qu'on voit peu passer et auquel on ne pense pas souvent quand il s'agit de Timothée de Fontbelle, et j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de découvrir le livre de Perles. Ensuite, pour le film Porco Rosso, je dois vous présenter un livre avec des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux qui ont pris des caractéristiques humaines, que ce soit le fait qu'ils parlent, qu'ils s'habillent, qu'ils se déplacent comme des bipèdes, ou que sais-je. J'ai directement pensé à Watership Down de Richard Adams, à retrouver chez Monsieur Toussaint Louverture. Watership Down est un roman de fantaisie animalière qui raconte le périple d'un groupe de lapins exclus de leur garenne car ils sont considérés comme faibles, trop jeunes, etc. Et notamment de Hazel et de son frère Fever qui a eu une vision dans laquelle leur garenne était détruite. Hazel et Fever, et ainsi que d'autres lapins, vont donc fuir leur terre d'origine pour rejoindre Watership Down. Pour résumer de manière très simple, Watership Down, c'est le Seigneur des Anneaux en version lapinesque. J'avoue que, dit comme ça, sans plus d'explication, la comparaison paraît au mieux bancale, au pire carrément grotesque, surtout que je n'ai pas encore lu entièrement le Seigneur des Anneaux, mais ça ne saurait tarder. Vraiment, je l'espère. Premièrement, c'est un livre qui est rempli d'action et de rebondissements. Je ne vais pas vous spoiler, mais on arrive assez rapidement à l'endroit de Watership Down, mais ce n'est pas pour autant que l'aventure se termine là et que les lapins vivent une petite vie placide en grignotant de l'herbe. Pas du tout. L'auteur nous réserve bien des surprises comme des batailles sanguinaires, des fuites, des infiltrations, le tout raconté à hauteur de lapin. C'est ce qui est incroyable dans ce roman, c'est que tous les événements sont rapportés à la hauteur de ces animaux qui ont 1000 prédateurs et qu'ils ont vraiment peur de beaucoup de choses, de sorte que même un chat ou un oiseau parvient à nous faire peur. On arrive à se glisser sans problème dans la peau de nos héros rongeurs et l'auteur va encore plus loin dans l'immersion puisqu'il crée une cosmogonie inédite, un langage, etc. C'est également un livre très engagé quand bien même l'auteur a toujours nié le fait qu'il ait écrit un livre aussi politisé ou qu'il l'ait tout simplement voulu. Derrière Watership Down, les lapins et les quêtes, on parle de l'écologie, de la destruction des environnements, mais aussi de régimes totalitaires, d'exclusion, de survie et encore plein d'autres sujets. On va aussi rencontrer toute une galerie de personnages uniques. S'ils sont des lapins
lapins, ils sont loin d'être interchangeables et ils ont tous une caractéristique qui permet de les démarquer. Mon préféré est sans aucun doute Dandelion. J'adore les conteurs et ce petit lapin raconte tellement bien les histoires que j'étais à chaque fois bouche bée quand il prenait la parole et qu'il racontait les mythes et légendes qui font l'univers de Watership Down. C'est aussi super bien écrit, donc une aventure épique, des personnages inoubliables, une écriture aux petits oignons, que demander de plus? On va maintenant parler d'un des films emblématiques du studio Ghibli, Princesse Mononoke, et j'ai choisi de relier ce film avec la thématique de l'écologie et de vous présenter un livre où le sujet y est central. Sans trop de surprise, je vous présente le roman de Stéphane Servan Sirius qui est publié par la maison d'édition du Rouergue dans leur collection épique. On est dans un roman apocalyptique voire post-apocalyptique où la Terre devient petit à petit inhabitable. Toutes les espèces animales ont disparu, il n'y a plus de fruits ou de légumes qui parviennent à pousser étant donné que le sol est devenu toxique. Au milieu de cet environnement hostile, on va suivre le personnage d'Avril qui tente d'élever son petit frère Kid. Ils vivent à l'écart dans une cabane au milieu des arbres, mais un événement va tout chambouler et ils vont partir sur les routes pour fuir le mystérieux passé d'Avril. Je pense qu'il était plus que temps que je vous parle réellement de ce livre au vu du nombre de fois où je l'évoque, où je parle des autres livres de cet auteur. J'ai un peu l'impression puisque je veux faire correctement les choses, donc je tiens à signaler en préambule que c'est un roman que j'ai relu. Je relis très peu mes romans, donc c'est vraiment un gage de sa qualité. Pour vous donner un petit historique, je l'ai découvert en 2018 et je l'ai relu en 2021 à l'occasion d'un book club sur Livre Addict. Et si l'occasion se présente, je pense que je le relirai une troisième fois parce que je ne m'en lasse absolument pas. On va donc commencer par le commencement en parlant de l'histoire. Sirius, c'est une grande histoire autour de l'écologie, de l'amour sous toutes ses formes et de l'espoir. Sous ces airs de road trip familial, Stéphane Servan va aborder plein de sujets différents qui sont toujours d'actualité, voire même encore plus, comme l'immigration, la relation qu'entretient l'homme avec la nature ou encore les animaux, les liens familiaux, les relations de domination, les traumatismes et surtout comment en guérir. Le tout est fait avec poésie, justesse et délicatesse comme à l'habitude de l'auteur. Il y a aussi de l'action, des moments d'introspection qui sont bienvenus et qui offrent un vrai background aux différents personnages. On a aussi des personnages nuancés, crédibles et vraiment attachants. Chaque personnage n'est ni blanc ni noir et face à chacun d'entre eux, on éprouve des sentiments ambivalents. Par exemple, malgré le fait qu'il y a un méchant qui porte des valeurs entre gros guillemets qui sont contraires aux miennes, c'est un personnage qui est vraiment antipathique dans le récit, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une forme de pitié à son égard, et c'est le cas pour chaque personnage. Ils nous font sentir plein de sentiments différents au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Je trouve chaque personnage tellement bien fait et tellement bien construit que je n'ai pas de préféré, ce qui est assez rare dans un roman. Et puis, il y a évidemment la plume poétique de Stéphane Servan. Elle est incroyable. Le gars, il sait écrire des livres de manière très poétique, mais sans en faire des tonnes. De fait, c'est fluide, facile à lire et les pages s'enchaînent rapidement. J'ai aussi adoré le fait qu'il insère d'autres formes de narration dans son roman. C'est un roman qui est incontournable à mes yeux, que je ne peux que vous conseiller et qu'il faut découvrir encore et encore. Et j'espère sincèrement que je vous aurai donné envie de le lire et que si vous le lisez, vous ne serez pas déçus. Après Princesse Mononoke vient le voyage de Chihiro et il faut que je vous parle des dragons, donc d'un livre avec des dragons. J'hésitais entre deux livres mais finalement je me suis dit que j'allais éviter de râler sur Eragon, qui était donc mon second choix, et que je reste sur une vidéo avec des livres que je conseille à 100%. Mon premier choix c'était donc Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Sacre. Ma lecture remonte à mars 2020, donc ça commence à dater un petit peu dans mon cerveau, et je ne me risquerai pas à faire un résumé plus qu'approximatif et qui n'expliquera peut-être pas très bien l'ensemble des enjeux, donc je vais reprendre le résumé de Livre Addict. Un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille, la maison Brennette règne sur l'Inis depuis 1000 ans. La reine Sabran IX qui rechigne à se marier doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger son Rénome de la destruction, mais des assassins se rapprochent d'elle. Ead Durian est une marginale à la cour, servante de la reine en apparence. Elle appartient à une société secrète de mages. Sa mission est de protéger Sabran à tout prix, même si l'usage d'une magie interdite s'impose pour cela. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir une dragonnière et chevaucher les plus impressionnantes créatures que le monde ait connues. Elle va cependant devoir faire un choix qui pourrait bouleverser son existence.
Pendant que l'Est et l'Ouest continuent de se diviser un peu plus chaque jour, les sombres forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Bientôt, l'humanité va devoir s'unir si elle veut survivre à la plus grande des menaces. Choisir ce livre pour parler de dragons est évident, puisqu'ils sont des personnages centraux dans le récit et sur la couverture du livre. C'est un énorme pavé de fantasy qui fait un peu moins de 1000 pages et dans lequel je reconnais qu'il n'est pas facile de rentrer dedans, même pour des personnes habituées à lire de la fantasy. Il y a pas mal de noms dès le départ, des personnages plus ou moins importants, des décors variés et divers, mais une fois qu'on a réussi à passer, je dirais, les 90 voire 100 premières pages, ce qui n'est pas grand chose pour un livre de 1000 pages, ça passe tout seul. L'histoire est passionnante, pleine de rebondissements, le tout se déroulant dans un univers riche mais maîtrisé par l'autrice. Elle arrive à nous faire voyager, à exploiter tous les lieux sur sa carte, jusqu'à nous faire évader et à plonger dans un monde merveilleux. On l'avait pas mal évoqué au moment de sa sortie, mais c'est un monde plutôt égalitaire où il y a des femmes dans l'armée, sans que ce soit des bizarreries ou des exceptions, des hommes tisserands, etc., etc. L'autrice n'appuie pas sur ces éléments, c'est un fait qui est tout à fait normal dans cet univers. En plus du fait que les activités professionnelles ne soient pas genrées, il y a de très belles histoires d'amour qui sortent du cadre hétéro et qui sont tout à fait naturelles. Et comme à l'instar de Sirius que j'ai cité précédemment, on a toute une flopée de personnages différents et nuancés, face auxquels on ressent plein d'émotions différentes. Je me souviens qu'au départ, je ne pouvais pas supporter Sabran. Mais plus les pages défilaient, et plus je l'aimais, et plus j'aimais le fait que j'avais en face de moi des personnages aussi complets que complexes. Aucun personnage n'est parfait, et malgré le fait que l'univers que je découvrais soit peuplé de dragons, de sorcières et autres créatures fantaisistes, j'avais devant les yeux des protagonistes vraiment humains, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs réussites, mais aussi leurs échecs. En somme, c'était une très belle réussite. On passe désormais à la 7ème catégorie de ce tag, consacré à un de mes films Ghibli préférés, Le Château Ambulant. Pour ce faire, il faut que je vous parle d'un livre avec une malédiction, et je n'ai pas cherché longtemps avant de jeter mon dévolu sur Nevermoor de Jessica Townsend, qui est à retrouver aux éditions PKJ. Nevermoor est une saga de 3 tomes où on suit Morrigan Crow, une petite fille née le jour du Merveillon, ce qui signifie plusieurs choses. Tout d'abord, elle est maudite, d'où le lien avec le Château Ambulant. Ensuite, elle va mourir le jour de ses 11 ans, et donc elle a déjà un cercueil, une cérémonie qui est toute prête, etc. Mais Morrigan va être sauvée par un homme un petit peu fantasque nommé Jupiter, qui va l'emmener à Nevermoor. Nevermoor est très clairement une de mes sagas jeunesse chouchou. C'est drôle, inventif, plein de rebondissements et surtout, ça se densifie de tome en tome. Le premier tome est une gentille petite introduction à l'univers et à ses enjeux. On découvre également qui est Morrigan Crow, cette pauvre petite fille à qui on attribue tous les malheurs du monde. Et c'est vrai qu'il m'avait manqué cet aspect dramatique à l'ensemble, ce que le tome 2 et 3 se chargeront d'apporter avec brio. Pourtant, l'autrice n'oublie jamais le monde dans lequel évoluent ses personnages, car on a toujours cette petite touche de magie enfantine, cette loufoquerie, ces inventions réconfortantes, mais l'intrigue va, comme je le disais, se densifier, se complexifier et surtout devenir de plus en plus sombre. Les personnages sont juste fabuleux. Morrigan est une héroïne très attachante, mais elle est accompagnée de personnages secondaires inoubliables comme Fen, une magnificate, c'est-à-dire une espèce de gros chat géant, flegmatique et caractériel au possible, et qui, en plus de cela, a une carrière dans les combats clandestins. Vous faites que vous en voulez de cette information. J'adore aussi Jupiter, qui est lumineux et qui a toujours les mots justes à l'encontre de Morrigan, et je trouve qu'ils ont une très belle relation élève-mentor, très positive et surtout à l'opposé de toutes les relations qu'a connues notre protagoniste. J'en profite pour aborder rapidement un petit point qui a tendance à m'agacer, surtout au vu de la richesse de cette saga, c'est la comparaison systématique avec Harry Potter. Certes, comme Harry Potter, Morrigan va dans une école de magie, et encore, magie c'est un bien grand mot parce qu'elle apprend plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la magie. Oui, la saga va être longue, comme l'a été la saga d'Harry Potter, mais ces similitudes s'arrêtent là. Les deux univers n'ont plus grand chose en commun. Les personnages ont des personnalités complètement différentes, le style d'écriture est différent aussi, donc bref, par pitié, arrêtons de comparer tout et n'importe quoi avec Harry Potter. Je pense que c'est important de voir que Nevermoor a sa propre personnalité, ses propres codes et enjeux, et que ceci diffère des histoires du sorcier à lunettes. Il va falloir encore prendre son mal en patience pour avoir la suite. Le tome 4 sort en anglais en fin d'année 2024, si mes informations sont bonnes. Le temps que ce sera traduit, donc c'est pas demain la veille qu'arrivera la suite des aventures de Morrigan Crow.
le film Pogno sur la falaise, il faut que je vous parle d'un livre qui se déroule à la mer. Le choix n'a pas été évident, mais finalement j'ai choisi de parler d'un livre qui va spoiler une prochaine catégorie et aussi qui va me permettre de faire une petite mise en abîme. Vous allez comprendre tout de suite, je vous présente l'un de mes coups de cœur de l'année 2022, Souvenir de Marnie, qui est écrit par Joanne G. Robinson et avec une telle couverture et un papier aussi doux qu'un nuage, on se doute que c'est édité par le seul et l'unique Monsieur Toussaint Louverture. Dans Souvenir de Marnie, on va suivre le personnage d'Anna, qui est une enfant à la santé mentale fragile et qui, sous les conseils d'un médecin, va être envoyée au large des côtes britanniques afin d'y passer un été. Là-bas, elle va faire la rencontre de Marnie, une jeune fille mystérieuse avec laquelle elle noue une solide amitié, mais qui va disparaître du jour au lendemain. Joanne G. Robinson nous a offert une lecture hors du temps et de l'espace. Je l'ai lu en tout début d'année 2022 à la suite d'une recommandation pour un challenge sur Livre Addict et je me souviens avoir eu cette sensation que le temps s'arrêtait ou qu'il défilait très lentement et d'une manière très agréable, un peu comme les étés de notre enfance. Il n'y a pas d'action, pas de rebondissement à chaque page, c'est un peu comme Anne de Green Gables, un récit tranche de vie avec une ambiance très marquée, sauf que le personnage de Anna est aux antipodes de ce qu'est Anne, et Marnie, même si c'est un personnage franc et lumineux, ne lui tient pas la comparaison. La plume de l'autrice est sublime, poétique, le langage soutenu mais pas pédant. Je pense qu'il s'agit de l'un des exercices les plus compliqués lorsqu'on écrit, de faire quelque chose de beau, de compréhensible mais qui ne tombe pas dans le too much. Et ça, l'autrice l'a parfaitement réalisé. Pour vous dire, si j'étais le genre de lectrice qui mettait des post-it à chaque passage sublime, à chaque citation marquante, mon livre serait rempli. C'est à mes yeux un incontournable du catalogue de Monsieur Toussaint Louverture et je vous le recommande très vivement. Pour l'avant-dernière catégorie, on va parler de mon film Ghibli préféré, vraiment celui que je peux regarder en boucle encore et encore sans jamais me lasser. Le vent se lève. Comme le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, il faut que je vous présente un livre qui se déroule dans la même époque. Le choix a été assez évident parce que déjà, je lis peu de livres sur cette période puisque replonger dans une fiction qui a pour décor cet événement historique me met un peu mal à l'aise, c'est pas ce que je préfère. Et depuis la fin de mes années secondaires, je n'ai plus lu un seul témoignage sur la Seconde Guerre mondiale parce que je peux difficilement juger un livre qui a ce thème, dire que j'aime ou que j'aime pas la vie et les traumatismes de quelqu'un, je trouve que ça se fait pas du tout. Bref, mais il y a un livre qui m'a marqué et que je vous conseille de découvrir, c'est Max de Sarah Cohen-Scalie, à retrouver aux éditions Gallimard. C'est un roman jeunesse qui aborde un aspect que je connaissais pas dans la Seconde Guerre mondiale et qui est, pardonnez mon accent allemand plus qu'hésitante, j'ai fait néerlandais en première langue moderne, donc c'est le Lebensborn, j'espère vraiment que je l'ai pas trop arraché. En résumé, il s'agit d'un programme qui sélectionnait des femmes répondant aux critères de la race aryenne afin d'enfanter et de créer la prochaine génération donc d'Allemands. Et Sarah Cohen-Scalie a fait un choix très audacieux. Elle nous met directement dans la tête de l'un de ses enfants, le tout premier, Max. On va suivre son évolution à travers l'Allemagne nazie, quel était le cheminement pour un enfant allemand à cette période. C'est une lecture qui est dérangeante, troublante et qui reste dans l'esprit même des années après sa découverte. Je l'ai personnellement lu en 2017 et pourtant, encore maintenant, j'ai des scènes assez précises qui me restent en tête, surtout la scène du début qui est hyper frappante. Même si on est assez mal à l'aise parce que l'autrice va nous mettre dans une posture difficile, on ne peut s'empêcher de dévorer l'histoire, de tourner les pages et ce à une vitesse effrayante et surtout un peu malgré nous de s'attacher au personnage de Max. Le style d'écriture est un peu cru et il y a une certaine dureté qui s'échappe du roman, donc c'est un livre qui se lit quand toutes les conditions sont réunies. Que vous soyez donc concentré, prêt à être dans une posture assez étrange, que vous puissiez lire des scènes brutales, etc. Donc même si c'est un livre qui est catégorisé en jeunesse, c'est pas une lecture à prendre à la légère, mais si vous êtes prêt à ça, c'est un roman qui vaut largement le détour. Pour terminer ce book tag, on va parler d'amitié féminine, qui est donc le thème que j'ai décidé d'associer avec Souvenir de Marnie, que j'évoquais plus tôt. J'avais envie de mettre en avant une belle histoire d'amitié et de sororité, et j'ai le livre idéal pour ça. C'est Nous les filles de nulle part, qui est écrit par Amy Reed et publié chez Albin Michel. J'aime bien le résumé qui est sur Livre Addict et qui sent bon le girl power, donc je vais m'en servir pour vous raconter de quoi ça parle. À destinataire caché de Les filles de nulle part. Cher ami, vous en avez marre, vous avez peur, vous en avez marre d'avoir peur, vous êtes en colère,
On sait ce qu'ils ont fait. Spencer Clint, Eric Jordan et Ennis Cahoul. On sait qu'ils ont violé Lucy. On sait qu'ils ont fait du mal à d'autres, probablement beaucoup d'entre nous. On sait qu'ils recommenceront. Vous êtes prêtes à agir, à ne plus vous taire. Rejoignez-nous, ensemble, nous sommes plus fortes qu'eux. Nous ne nous tairons plus, nous, les filles de nulle part. Ça a été un coup de cœur assez inattendu puisque je l'ai dévoré en l'espace de quelques heures et que cette lecture a remué beaucoup de choses en moi. C'est un roman puissant qui donne envie de se révolter, de combattre le sexisme, mais qui est aussi un excellent guide très didactique pour découvrir ce qu'est le féminisme, comment être un bon allié, etc. En plus de ça, l'autrice évite tous les pièges du style « not all men » et donne des réponses claires et sans ambiguïté aux lecteurs et lectrices. Ça ne remplace pas à terme des lectures théoriques, mais il me semble que la fiction est toujours un excellent moyen d'aborder le féminisme, de parler des bases avec un vocabulaire simple et compréhensible pour le plus grand nombre. Après, il ne faut pas vous attendre à une narration exceptionnelle, une histoire originale, mais tout ce que l'autrice fait, elle le fait bien. Et parfois, on n'a pas besoin d'histoires nouvelles, juste quelque chose de parfaitement exécuté et de très précis. Les personnages sont très attachantes, on a beaucoup de diversité et c'est amené de façon très naturelle. Erin, par exemple, est un personnage neuroatypique, Rosina est une jeune femme hispanique et lesbienne, Grace est un personnage gros, et on a encore toute une panoplie de personnages secondaires qui sont différents et auxquels on peut s'attacher. C'est un roman qui est très fluide, le style d'écriture est plutôt simple mais efficace, et étant donné que l'histoire est racontée avec le point de vue d'adolescente, il n'est pas nécessaire à mon sens de donner un ton trop alambiqué et empoulé, qui ne fonctionnerait pas avec l'ambiance contemporaine, avec l'accessibilité qu'offre le livre, et le réalisme qu'il y a derrière tout ça. C'est un livre que je recommande, même pour des personnes qui baignent déjà dans le milieu du féminisme, qui connaissent déjà le vocabulaire et les réponses aux questions que les personnages se posent, mais c'est quand même un chouette roman contemporain comme j'en trouve très peu, et quand je trouve un bon contemporain, je vous le conseille, évidemment. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre film Ghibli préféré, et puis si vous avez lu un de ces livres présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celui-ci. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30, et moi en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.